Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. 2012 est l'année du Japon en Bretagne. Quels sont les liens entre l'Orient et l'Ouest? Plusieurs musées bretons proposent des expositions sur ce thème. C'est le cas du musée des Beaux-Arts de Brest. Pascal Aumaston, le nouveau conservateur du musée, est notre invité. Tout de suite, l'actualité de ce mardi 12 juin 2012 dans le Finistère. Après avoir passé 7 ans de sa vie en prison, Loïc Séché a été innocenté en 2010, puis réhabilité en 2011. L'ancien détenu est venu s'installer en pays bigoudin. Depuis 1 an, il attend l'indemnisation de la justice. Sans emploi et en difficulté financière, Loïc Séché a plus que jamais besoin de cet argent pour survivre. Camille Leca l'a rencontré. 1 an d'attente et toujours rien. Réhabilité en juin 2011, Loïc Séché n'espère aujourd'hui qu'une chose, être enfin indemnisé pour les 7 années de prison qu'il a effectuées à tort. Pour se reconstruire, il s'est installé en 2010 dans le sud Finistère. J'ai un grand respect pour les bigoudins. Ce sont des gens qui sont très respectueux, discrets, qui ne me parlent jamais de mon affaire, qui la connaissent plus ou moins, mais qui sont respectueux, qui ne m'en parlent pas. Là, je sais qu'à chaque fois que je me rends dans les Pays de Loire pour voir ma famille et tout, j'en reviens toujours plus ou moins perturbé parce qu'on passe son temps à toujours parler, qu'est-ce que je deviens, et je me répète. Qu'ici, je rencontre des amis, on parle de la pluie, du beau temps, de la culture, du sport, mais on ne parle pas de l'affaire Séché. Avec une santé affaiblie depuis sa sortie de prison, exercer un travail lui est très difficile. Il doit se contenter d'une allocation de 417 € par mois et parfois de petits boulots. Lorsque j'ai des moments où je peux faire, je rends des services à des anciens, à des amis, concernant du travail de jardinage, de bois. Je m'occupe comme je peux, lorsque j'ai la santé. Son indemnisation pour préjudice moral et matériel a été évaluée par son avocat à 2 millions d'euros. Sans l'argent ne réparera jamais rien. C'est incalculable, un préjudice moral. Enfin. Ils ont réussi à calculer celui de Bernard Tapie. Moi, je m'appelle Loïc Séché, je ne sais pas. Le montant des indemnités sera fixé le 6 juillet prochain par la Cour d'appel de Rennes, une décision qui va permettre à Loïc Séché d'enfin retrouver l'anonymat. L'offre de la reprise de l'association Anne 13 sera connue mardi prochain. Depuis le 28 février, l'association d'aide à l'insertion des personnes souffrant de handicap psychique est en redressement judiciaire. Le tribunal de Quimper examine les propositions de reprise de la part de 2 associations, Les Genêts d'Or et Championnet. Anne 13 emploie 17 salariés dans le département. La future centrale au gaz bretonne alimente toujours le débat à Landivisiau. En 2015, cette usine électrique doit produire 450 MW annuels. Le collectif Gaspard dénonce depuis plusieurs mois l'opacité autour de ce projet. Le promoteur Direct Énergie a donc décidé de lancer en ligne un site d'information Internet. Qu'en pensent les opposants? La réponse avec Marina Dété. Centrale au gaz, mode d'emploi en ligne. Dans un souci de transparence et de concertation, Direct Énergie, la société porteuse du projet sur Landivisiau, explique en 5 points le fonctionnement de cette future centrale. Le collectif Gaspard, opposé au projet, découvre le site. Premier point, le pacte électrique breton. Faible consommation en gaz due à un rendement très élevé. Le rendement, il n'est que de 54%. Pas de classement Céveso, pas de classement Céveso sur le site. Second point, le partenariat entre Direct Énergie et Siemens. Est-ce que le consortium est vraiment bouclé? Alors Siemens, oui, a déjà installé plusieurs centaines d'unités, ça c'est vrai. Voilà, ça c'est plus sérieux, quoi. Bah oui. Sérieux comme, Ouais. Mais c'est pour ça qu'ils se sont associés avec Direct Énergie, bien sûr. Troisième point, le mode d'emploi de cette centrale. Ils ne mettent pas non plus qu'il faut 25 mètres cubes secondes de gaz Non. pour la faire fonctionner. Quatrième point, sa localisation. Dépêche d'agrandir très rapidement. Parce que c'est plus proche du centre-ville que n'en est la gare, effectivement. Et enfin, cinquième point, l'image de synthèse de cette future centrale à Landivisiau. Elle crache pas de fumée. Non. Elle est à l'arrêt.
On aurait préféré peut-être une image de ce type qui est plus près de la réalité, quoi. Les explications sont bien sûr favorables à la centrale. Il y a par exemple sur les émanations, on n'en parle pas. Sur les risques pour l'environnement, on n'en parle pas du tout. On aurait souhaité également que les internautes puissent poser des questions sur ce site-là et apparemment, pour le moment, on n'a pas la parole. Ce vendredi, Direct Énergie et la communauté de communes de Landivisio se réunissent pour un observatoire de la concertation avec les élus et les associations locales. Et pour aller plus loin dans l'information, le promoteur Direct Énergie va installer une vingtaine de stands. Ce sera le 7 juillet à la salle Le Vallon à Landivisio. Quel lien entre le Japon et la Bretagne? 2012 permet aux visiteurs des musées bretons d'explorer la question. Pascal Aumasson, bonjour. Bonjour. Vous êtes le nouveau conservateur du musée des Beaux-Arts de Brest. Vous venez de prendre vos fonctions après avoir fait en quelque sorte un Trobreuse, un tour de Bretagne des musées, puisque vous étiez au musée de Rennes et vous connaissez aussi le Finistère, puisque vous avez été pendant 6 ans au Port Musée de Douarnenez. C'est dire si vous connaissez donc le monde des musées bretons et celui de la marine. D'ailleurs, ce sont aux marins que l'on doit justement la présence d'objets japonais dans les collections des musées bretons. Ah oui, et tout particulièrement à Brest d'ailleurs, puisque les collections d'objets japonais qui figurent dans ce musée depuis la fin du 19e siècle ont été ramenés la plupart du temps par des officiers, par des amiraux qui, en campagne sur ces territoires et ces mers d'Asie, aimaient pouvoir rapporter des éléments significatifs des cultures qu'ils découvraient et quelquefois qu'ils admiraient. Et là, on parle du 19e siècle à peu près. Alors on est là vraiment dans la dernière moitié du 19e siècle et encore un peu au début du 20e siècle. Et il s'agit en fait d'une saisie en quelque sorte de ce qu'étaient les arts décoratifs au Japon à ce moment-là, ou à des périodes plus anciennes pour des objets d'histoire qui pouvaient être trouvés par ces officiers de la marine chez des antiquaires ou chez des boutiquiers. Alors ces objets ont eu du mal aussi à traverser les âges parce que quand même Brest a été marqué par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale et malgré tout il y a quand même quelques objets qui ont été conservés. Oui, tout ça s'est effectué en plusieurs étapes en définitive. Ces officiers s'intéressent à ces objets, les ramènent ici en métropole, les offrent au musée de Brest, qui a beaucoup souffert des bombardements de 1941, mais par grande habileté, les autorités avaient choisi de mettre déjà quelques collections à l'abri en 1941, avant le funeste bombardement, et ces objets-là l'ont été mis à l'abri. D'autres ne l'ont pas été, ce qui a amené à reconstituer une collection ici à Brest. Alors on découvre quelques-uns de ces objets. De quoi est constitué cet héritage d'objets japonais donc? Ce sont d'une part des objets imprimés en multiples qui étaient très connus au Japon et en Europe à la fin du 19e siècle, comme les fameuses estampes japonaises, les gravures de Kusai ou d'Hiroshige par exemple. Et puis il y a aussi une quantité d'objets d'art décoratif, des vases, des petits objets en ivoire, des objets en métal, des réductions de palanquins par exemple, qui étaient pour la plupart des objets qui ornaient les demeures des Japonais à la fin du 19e siècle. D'où vient l'attrait pour ces objets japonais quand on se replace au 19e siècle, ces officiers de marine qui partaient faire escale au Japon et qui revenaient parfois avec des objets. Pourquoi cet attrait? Il y avait la curiosité qu'on accordait à toutes les civilisations non européennes à l'époque. Et à l'égard du Japon, il y avait aussi une admiration toute particulière pour l'habileté avec laquelle ces objets, souvent de petite taille, étaient fabriqués à la faveur de tours de main que l'on admirait beaucoup en Occident. Alors, cette exposition va se terminer, mais une autre exposition est déjà prévue. Et alors là, il y aura pour thème la vague. La vague, on la connaît bien en Bretagne, hein, mais vous essayez d'explorer comment l'estampe japonaise a pu influencer la peinture aussi, et la peinture faite en Bretagne, c'est ça? Voilà. Donc on assiste actuellement au dernier jour de l'exposition sur les trésors japonais du musée des Beaux-Arts de Brest. L'exposition se termine dimanche prochain. Et à partir du 10 juillet, nous offrons au public, à l'initiative de Françoise Daniel, qui était le précédent conservateur du musée des Beaux-Arts de Brest,
une exposition consacrée à l'incroyable révolution qu'a constituée dans la peinture en France la découverte des estampes japonaises, dont la fameuse vague d'Okuzai, qui a impressionné tous les peintres, de Van Gogh à Cézanne, en passant par les impressionnistes et les peintres de l'école de Pont-Aven, mais également des paysagistes qui s'intéressaient à l'art de leur temps dans le monde. C'est un bouleversement dans la manière de peindre, c'est aussi un nouveau sentiment de la nature qui n'existait pas auparavant. À découvrir donc à partir du 10 juillet au Musée des Beaux-Arts de Brest. Merci Pascal Masson d'être venu nous parler brièvement de ces expositions. On se retrouve pour notre part demain à partir de 18h15 pour un nouveau point sur l'actualité. Bonne soirée à vous.